Tenue de la réunion pour le choix du porte-parole de l'opposition, la promesse de Minakou est jugée inopportune par les élus de l'opposition. Les personnes vivant avec handicap veulent aussi être représentées dans les institutions de la République. Pour la CNDH, le nom de Patrick Pindou est mis en relief. Antenne A, le journal John Ngomboa. Madame, monsieur, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer moins de 24 heures après l'annonce de la désignation imminente du porte-parole de l'opposition par le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, cette nouvelle suscite des réactions dans tous les sens. Pour les uns, cette disposition légale est un droit. Pour les autres, les réunions tardives sont de manœuvres dilatoires. Eric Izami pour le reportage. Choix du porte-parole de l'opposition politique en RDC, le président Minakou de l'Assemblée nationale a promis la tenue vendredi 31 mai d'une réunion avec le bureau du Sénat dirigé par Léon Kingwa Dondo à ce sujet. J'aurais voulu que le président de l'Assemblée nationale fasse un aveu en reconnaissant que c'était lui et le président du Sénat qui était en train de bloquer la mise en place de cette structure de l'opposition, c'est-à-dire qu'on ait un porte-parole de l'opposition. Le fait d'accepter tacitement que j'ai répondu par plusieurs lettres et cette fois-ci une réunion où ils vont se retrouver. Quelle est l'opportunité de cette réunion? C'est pour aboutir à quoi? On a besoin d'une convocation de la plénière de l'opposition pour que nous puissions élire le porte-parole. Point très. Pour les élus députés nationaux de l'opposition politique, la convocation de cette plénière est un droit. Les choses telles qu'elles évoluent donnent l'impression que l'opposition est en train de quémander ce qui en réalité est un droit. Nous n'avons pas à faire foi ou pas au dire de l'honorable président Minakou, c'est une obligation constitutionnelle, ou bien un impératif constitutionnel devrais-je dire plutôt, et notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi de l'opposition est tout à fait clair. Il est obligé de procéder ainsi. C'est une obligation, donc nous n'avons pas à nous satisfaire. Ce n'est pas, si vous voulez, une mesure de grâce ou un privilège qu'il nous offre, c'est un droit reconnu à l'opposition, celui de s'organiser, mais malheureusement pour l'instant, la réalisation de ce droit transite par sa signature. Voilà pourquoi nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre, à mettre la pression nécessaire pour que ce porte-parole-là voit le jour. Ce sera un organe important. Ce qui est d'abord important, c'est de nous battre jusqu'au bout pour imposer ce porte-parole. Un porte-parole autonome de toute ingérence ou de toute inféodation à la majorité. Ça doit être notre combat et c'est un combat sur lequel nous ne devons absolument pas transiger. Toute une législature est passée de 2006 à 2011 sans porte-parole de l'opposition. Pour cette deuxième législature de la Troisième République, les élus de l'opposition politique sont déterminés à se choisir ce porte-parole. Ça risque de ne pas être facile. Attendons voir. Nous allons rester au Parlement, à l'Assemblée nationale exactement, et plus précisément au cabinet du président de l'Assemblée nationale où Obama Minakou a reçu en audience dans ses bureaux une délégation des élus britanniques de la Chambre des représentants, équivalent de l'Assemblée nationale. Ces élus du peuple anglais sont venus confirmer leur soutien à l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013, accord qui met à contribution toute la communauté internationale pour concrétiser le retour de la paix véritable dans la sous-région des Grands Lacs en général et à l'est de la RDC en particulier. Ces élus ont réitéré leur soutien aux efforts déployés jusqu'ici par les gouvernements de la RDC et tiennent à accompagner Kinshasa jusqu'à assurer la paix, gage de tout développement. Une toute dernière nouvelle en provenance du Palais du Peuple. Cette fois-ci, le palais a été pris d'assaut par les personnes vivant avec handicap, avec une exigence précise, à savoir la nomination à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme en gestation d'une personne connue de cette association momentanée. Il s'agit de monsieur Patrick Pindou, qui serait, selon le groupe des personnes vivant avec handicap, les candidats idéaux pour être à la tête de cette commission. Sylvie Mboula, Eric Izami et Blaise Lunda pour le reportage.
Pour la désignation des animateurs de la future Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, les personnes vivant avec handicap ont assiégé le Palais du Peuple. Au bureau de l'Assemblée nationale, ils y ont déposé un mémo avec un contenu clair. Le mémo contient la revendication des droits des personnes vivant avec handicap parce que dernièrement, il y a eu quelqu'un qu'on nous a présenté comme candidat, que l'Afrique et l'autre là, handicap international, en complicité avec M. Mouteba, qui est conseiller du ministre des Affaires sociales. Ils ont présenté quelqu'un qu'on ne connaît même pas dans le milieu des personnes vivant avec handicap comme candidat des personnes avec handicap à la CNDH. La raison pour laquelle la grande communauté des personnes vivant avec handicap de la RDC, parce que la fédération, c'est une fédération nationale, comme sur l'étendue de la République. Ils motivent leur choix pour un lendemain radieux. Dans les mémos, nous avons présenté en plusieurs pages ce que nous avons pu réaliser avec les initiatives de M. Pindou sur la défense, la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Aux élus de trancher lorsqu'on viendra le moment, mais dans tous les cas, nous gagnerons tous si chacun respectait et faisait respecter le droit de l'homme. Nous allons nous rendre à Addis Abeba, chef-lieu plutôt capitale de l'Éthiopie et précisément siège de l'Union africaine. Vous le savez, la 21e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine s'est clôturée le 27 mai. Dans ce reportage, Patricia Amoli vous propose le résumé des décisions qui ont été prises au cours de cette session, principalement l'adoption du plan stratégique de la Commission 2014-2017. Le 26 mai 2013, au siège de l'Union africaine, le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila, a, à cette réunion, signé au nom de la République démocratique du Congo la déclaration de l'Union africaine, document historique dans les annales de l'organisation continentale pour la création d'une force militaire d'intervention rapide africaine en cas de crise en vue de préserver la paix, la sécurité et la stabilité politique dans les États membres de l'Union africaine. Cet testament du 50e anniversaire de l'unité africaine est un engagement de faire du 21e siècle notre siècle, a indiqué le premier ministre éthiopien à la clôture du 21e sommet de l'Union africaine le 27 mai 2013. Pour ce faire, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a donné de la voix. La pertinence continue des idéaux qui ont été à la base de la création de cette organisation. Le thème du cinquantenaire lui-même était plus que significatif. Panafricanisme et renaissance de l'Afrique. Je pense que nous avons assisté à un nouveau démarrage de l'Afrique qui, comme tout le monde le reconnaît aujourd'hui, représente l'avenir de l'humanité. Nous osons espérer que les actions qui vont être entreprises au cours des mois et des années qui viennent confirmeront tous les vœux qui ont été exprimés pendant ces 4 jours ici à Addis Abeba. 2013 a été déclarée année du panafricanisme et de la renaissance africaine par l'Union africaine, a rappelé Dr Nkosazana Zuma. Vous savez, cette session a planché notamment sur la situation instable dans l'est du pays. Eh bien, cette préoccupation était aussi au cœur de la rencontre des compagnons du 17 mai qui se sont réunis dernièrement à Kinshasa, question d'évaluer la situation sécuritaire dans le Grand Kivu. Ils ont aussi, à l'occasion, évoqué l'accord signé à San City. C'est un commentaire de Africa Mujinga sur les images de Pepito Matondo. Réunis autour des valeurs révolutionnaires universelles, les cadres politico-militaires de la libération du 17 mai 1997 ont analysé sans complaisance la situation politique, économique, sécuritaire et sociale qui prévalent actuellement en République démocratique du Congo. La question des conflits à l'est du pays a été scrutée avec beaucoup plus d'attention. Au gouvernement et au chef de l'État que nous sommes des véritables patriotes. Nous avons suivi Mzé, nous avons accompagné Mzé
pour le salut de nos compatriotes et nous demeurons confiants pour les salis, nous demeurons confiants dans l'avenir de notre pays. Pourquoi alors avoir attendu 16 ans après la révolution du 17 mai pour taper du poing sur la table? N'est-ce pas là un réveil tardif? Écoutez, pourquoi avoir attendu après 16 ans? Nous savons observer la lutte, nous considérons que la lutte révolutionnaire, c'est une pérennité. Le chef de l'État, Joseph Kabila, au pouvoir, nous sommes là, nous avons vu tous qu'il y a un nouveau contrat, en dehors de ce premier contrat de la révolution du 17 mai. Il y a un nouveau contrat, c'est le contrat de Sun City. Nous devrions d'abord nous mettre là en train d'observer, n'est-ce pas, la réalisation de ce contrat de Sun City. Pour les camarades de la libération du 17 mai, des efforts sont fournis pour éviter au pays la balkanisation. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa se sont réunis en plénière ce mardi. Ils ont adopté les projets dédiés portant budget provincial de la ville de Kinshasa, exercice 2013 Africa Mujinga. Il revient demain avec images et commentaires. Ce mardi aussi, vous le savez peut-être pas, c'est bien la journée mondiale de la santé de la femme. Notre rédaction s'est penchée sur la question des soins intimes qu'elles devraient prendre les femmes pour éviter des infections. C'est un commentaire de Nadia Koulenfouka. Les toilettes sont les activités qui ne devraient pas être négligées le matin. Les femmes particulièrement sont les plus concernées. Ces moments intimes méritent beaucoup d'attention et l'intimité de la femme exige un plus grand soin et une plus grande discrétion. L'hygiène de la vulve est le quotidien de toutes les femmes. Pour ce faire, il faut avant se laver très bien les mains avec du savon avant de procéder à un soin quelconque. Plusieurs étapes sont observées pour les soins intimes. Par exemple, dans une toilette publique, ne jamais toucher la lunette. Si vous avez des lingettes désinfectants, utilisez-les. Au cas contraire, posez les classiques petits bouts de papier de toilette autour de la cuvette pour éviter de se faire contaminer. En ce qui concerne les habits à porter, il faut éviter de mettre des pantalons serrés ou collants qui favorisent la transpiration ou les micro-traumatismes. En effet, la transpiration favorise la macération et la prolifération de germes. Les sous-vêtements doivent être en coton. En période de règles, l'attention doit être doublée chez la femme. Elle doit changer des protections toutes les 6 heures au maximum et il est déconseillé de faire le rapport sexuel. Les soins intimes ne doivent pas se faire avec n'importe quel produit. Pour ce qui est du choix des articles de toilette, allant de simples serviettes, des slips, savons ou autres produits cosmétiques, il faut le faire en toute sécurité. En tout temps, les femmes devraient en principe bénéficier régulièrement des conseils de la part de leur gynécologue pour se maintenir en bonne santé. Malgré le fait que les femmes que vous avez vues sont généralement des blanches, eh bien c'est des soins destinés à toute race des femmes blanches et noires et toutes les autres. Eh bien, santé toujours, nous allons vous présenter plutôt la pose de la première pierre d'un centre hospitalier dans la commune d'Ingaliema. Question d'être encore plus proche de la population pour la distribution des soins de santé. C'est un reportage réalisé pour vous par Willy Kacha et Guima ici. Les vrais patriotes sont aussi reconnus à travers leurs œuvres. C'est le cas du pasteur Mampuyankumu Caleb qui a compris l'importance d'investir dans son pays. À partir de l'Europe où il réside, Mampuyankumu a pris l'initiative de construire un orphelinat, une école et un hôpital, question de contribuer à sa manière à la révolution de la modernité. Le week-end passé, il a procédé au lancement des travaux par la coupure du ruban symbolique sur le lieu même où sera érigées les infrastructures précitées dans la commune de Mongafula. Nous avons commencé aujourd'hui par poser la première pierre, et puis nous avons procédé aussi à une petite distribution de choses que j'avais ramenées. Et nous croyons par cette initiative, nous allons encore une fois essayer de faire plus pour tous les désœuvrés qui sont dans ces quartiers. Mampuyankumu Caleb n'était pas seul. Il avait à ses côtés les représentants du bourgmestre de la commune de Mongafula, le chef du quartier Maloeka.
Celui-ci a non seulement loué les efforts du pasteur, mais aussi son patriotisme. Je suis comblé de joie à voir quelqu'un qui a des initiatives, qui pense à leur pays, que les autres, nos frères qui sont partis par-ci, par-là, en Europe, pour aller faire toute ambiance, tout ça, ils viennent ici, mais vide. Je n'ai pas beaucoup à dire ici, c'est les gestes qui comptent. Puis s'en est suivi la remise de cadeaux en habits aux enfants orphelins par les pasteurs Mampuyankumu Caleb. Lui aussi est allé au secours de siens. Il s'agit de Flori Kabange Numbi, procureur général de la République, mais originaire du territoire de Malemba Nkulu. Nous sommes là au Katanga face à la montée des eaux qui avaient été enregistrées dans ces territoires. Eh bien, Flori Kabange Numbi est allé assister ses compatriotes dans ces territoires. Nous vous proposerons dans nos éditions de demain, en images et commentaires, tout le détail relatif aux dons apportés en matelas, produits pharmaceutiques et autres biens par l'ASBEL, dirigé par le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi. Il sera inauguré le 30 juin le premier poste moderne des péages sur la route du Bandundu sera posé à Bationgo, premier village après la limite naturelle entre la ville de Kinshasa et la province du Bandundu. Le gouverneur de cette province, du Bandundu bien entendu, Jean Kamisendou, s'est rendu à ces postes modernes pour vérifier les préparatifs de l'inauguration de ce poste, je vous l'ai dit, pour le 30 juin. Suivez plutôt ce reportage. Les travaux de construction du premier poste de péage de la province du Bandundu se poursuivent à pas de géant. Pour se rendre personnellement compte de son évolution, le gouverneur de la province du Bandundu a fait ce week-end le déplacement de la localité de Bationgo, située sur la route nationale numéro 1 à la frontière avec Kinshasa. La construction de ces postes de péage modernes poursuit deux objectifs, à savoir la canalisation des recettes et la sécurité des voyageurs. En effet, les statistiques montrent que 3 accidents sur 5 sur la route nationale numéro 1 sont dus aux surcharges des véhicules. La hauteur de 5 mètres permettra sûrement aux responsables des gros véhicules de se discipliner et de travailler selon les normes. Un partenariat sera bientôt signé avec une banque de la place pour placer un guichet unique au poste de péage de Bationgo. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou Kutuka, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux qui prendront fin le 30 juin prochain. Le chef de l'exécutif provincial du Bandundu s'est rendu aussi à plus de 150 km de Kenge pour la prospection du site où sera installé le premier village moderne de la province du Bandundu, conformément aux recommandations de la conférence des gouverneurs. Ici, le gouvernement provincial, à travers le programme Village agricole, dispose déjà des poulaillers et l'élevage des lapins. L'objectif est d'étendre cette expérience dans tous les 4 districts de la province du Bandundu. Ce soir, nous vous proposons ce qu'a été l'implication de médias dans la réalisation de l'édition Indaba Africa's Top Travel Show, qui est essentiellement basé sur le tourisme en Afrique et qui se tient en Afrique du Sud. À cette édition, 2 médias congolais avaient participé, entre autres Antenne A, la chaîne de référence. Alain Kouka, notre rédacteur en chef, était donc présent là-bas. Il retrace le rôle important que le média joue dans le tourisme. Indaba 2013 a connu un grand engouement de médias sud-africains et internationaux. Cette année, ils étaient plus de 800 journalistes et médias répertoriés, alors qu'en 2012, ils n'étaient que 721, soit une augmentation de 11%. Les médias internationaux, il y en a eu plus ou moins 400, contre 200 en 2012, une augmentation exponentielle de 23%.
La couverture de l'événement par les médias internationaux s'est faite dans des bonnes conditions, en commençant par l'enregistrement jusqu'à la couverture proprement dite des activités connexes organisées à l'International Convention Center de Durban ou ailleurs dans la ville. Un centre de presse très bien équipé a été mis à la disposition de journalistes avec un accès permanent à Internet. Parmi les médias internationaux présents à cette édition 2013 de Indaba Tourisme, l'on a noté la présence de BBC World, China Central Television, National Geographic Channel, CNN, pour ne citer que ceux-là. 2 médias de la RDC ont été invités par South African Tourism, l'Office sud-africain du tourisme, à savoir Antenne A et B1. Du côté de médias locaux, SABC et E-News Channel Africa ont été omniprésents. Des centaines d'événements connexes à Indaba 2013 ont été organisés à l'intention des médias, entre autres des conférences et déjeuners de presse, comme celui organisé par la South African Airways. Au cours de cette rencontre, le CEO de South African Tourism a, dans son speech, relevé le partenariat privilégié que SAT entretient avec la SA pour l'expansion du marché du tourisme sud-africain à travers le monde. Aujourd'hui, a-t-il souligné, grâce à SA, membre de la Star Alliance, nous pouvons amener des touristes de partout dans le monde pour venir visiter l'Afrique du Sud. Ce partenariat SAT-SA a été également salué par le représentant du CEO de la compagnie aérienne sud-africaine, Manoj Papa. Vraisemblablement, grâce à la South African Airways, le tourisme sud-africain a bel et bien pris son envol. On va parler d'autre chose, des saisons. Eh bien, la saison sèche, nous y sommes déjà de plein pied. La saison sèche signifie rafraîchissement de la température et habillement chaud. À Kinshasa, tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne. Il y a ceux qui peuvent aller acheter dans les boutiques ou dans les grandes maisons d'habillement et d'autres qui ne le peuvent pas. Pour ceux qui ne le peuvent pas, eh bien, le marché central offre diverses possibilités avec les friperies vendus pratiquement dans tout le marché. Gisèle Mbia, Nora Olondo et Duzen Belebele pour le reportage. La saison sèche n'assèche pas toutes les bonnes affaires dans la ville de Kinshasa, du moins pour les vendeurs de la friperie. Ce commerce connaît généralement une augmentation de chiffre d'affaires à chaque changement de saison. Au grand marché de Kinshasa, la saison sèche est synonyme de gain pour certaines commerçantes. J'achète cette jaquette pour me protéger durant cette saison sèche parce qu'il fait froid. Durant cette période de la saison sèche, il faut bien se protéger contre les froids en achetant des pullovers, des sous-vêtements, des vestes et autres. Par la grâce de Dieu, il est bien évident que durant cette période de saison sèche, il faut bien se protéger contre le froid. Pour ce faire, les habits comme les pullovers, survêtements et autres vestes se vendent comme des petits pains. C'est ce qui fait dire à beaucoup de vendeurs: mieux vaut la saison sèche que la période de pluie. Voilà, nous allons découvrir la presse parue ce mardi à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Sylvie Fortuné Mboula. Bon, je pense que la régie devrait être prête maintenant. Je vous disais que nous allons lire la presse écrite parue ce mardi à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Sylvie Fortuné Mboula. Bien, voilà, si je suis en accord avec la régie, je vous signale que la revue, nous ne serons peut-être pas en mesure de vous la proposer ce soir, quitte à voir si dans nos éditions de demain matin, déjà à 7h30 avec Eric Izami, vous aurez peut-être la possibilité de lire les journaux de ce mardi, en attendant de revenir à ceux du mercredi dans l'édition du soir. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée. Et voilà, le journal, il se termine par là. N'oubliez pas de suivre l'information en continu sur www.antennatv.com. Merci et bonsoir.
Bonsoir. Processus de paix en République démocratique du Congo, la pilule de Ban Ki-moon est amère, note l'objectif. Pour le billet hebdomadaire, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a administré une pilule amère aux Congolais à la recherche d'une paix durable dans l'est du pays. De Kinshasa à Kigali, ces hauts fonctionnaires des Nations Unies a tenu de propos contradictoires qui font douter le retour imminent de la paix. Ban Ki-moon a souhaité la reprise de pourparlers de Kampala entre le M23 et le gouvernement, alors qu'à Kinshasa, on annonçait la fin de ces dialogues. Comment annoncer le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO et proposer la reprise de ces dialogues de Kampala? La versatilité de l'ONU décourage et pousse certains Congolais à ne plus compter sur la communauté internationale. D'ailleurs, l'envoyé spécial de l'ONU, Mary Robinson, a clairement indiqué que le déploiement de la brigade est important, mais pas une solution à la crise qui mine la région du Grand Lac en proie des groupes armés. Et d'après le Tanzanien Jakaya Kikwete, la résolution durable de la crise en RDC passe par un dialogue global, y compris entre le Rwanda et le FDLR et entre l'Ouganda et l'ADF NALU, rapporte le Dépêche du Brazzaville. D'après le président tanzanien qui s'exprimait dans le cadre d'un mini-sommet ayant réuni autour du même table le protagoniste de la guerre du Kivu, seul le dialogue est requis pour résoudre l'imbroglio de l'Est. Devant une bonne douzaine de chefs d'État réunis à huis clos, dont l'Ougandais Yoweri Museveni et le Rwandais Paul Kagame, Jakaya Kikwete n'a pas eu froid aux yeux pour présenter sa requête qui s'articule essentiellement sur le dialogue entre les ennemis d'hier. Pour le cas de la RDC, le président tanzanien recommande que Kinshasa puisse renouer le fil du dialogue avec le M23 interrompu sous peu. De la même manière, existe-t-il un dialogue franc entre Kigali et le FDLR d'une part et entre Kampala et l'ADF NALU basé en RDC d'autre part? Cette proposition de Jakaya Kikwete a, comme il fallait s'y attendre, suscité des réactions. Le cas du Rwanda est patent, Kigali qui ne veut pas entendre parler du dialogue avec les FDLR, dont certains combattants sont accusés d'avoir pris part au génocide de Tutsi en 1994, se montre plutôt réservé par rapport à cette proposition. D'autre part, la référence plus renseigne que Vital Kamerhe invite toutes les communautés du Sud Kivu à la tolérance, réconciliation et acceptation de l'autre. Le message du président de l'Union pour la nation congolaise fait suite aux incidents survenus à Bukavu les vendredis 24 mai 2013. Des troubles interethniques avaient fait une quarantaine de blessés. UNC est allé, la liste complète exigée dans 48 heures, s'exclame la prospérité. Le président de la Chambre basse du Parlement, Obaminaku, a lancé hier lundi, au cours d'un point de presse au Palais du Peuple, un ultimatum au groupe parlementaire UNC et Allé qui n'ont pas encore déposé sa liste de membres à la nouvelle CENI. Conditionnant ces dépôts par l'activation du mécanisme de désignation du porte-parole de l'opposition. À ces sujets, je puis rassurer l'opinion publique que nous allons accélérer la procédure pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, a indiqué Obaminaku. Je fixais la date du 31 mai 2013 pour une réunion afin que nous puissions élaborer un chronogramme et j'ai réservé cette fois-ci copie à chaque député et à chaque sénateur de l'opposition pour ne pas céder la place à une certaine rumeur inutile, réfutant ainsi toute volonté de bloquer la désignation de ces porte-paroles qui devaient en principe intervenir un mois après l'investiture du gouvernement Matata, soit au mois de juin de l'année dernière. Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous.